Après le succès du premier volet de généalogie des rois et reines de France en broderie, exposé dans de multiples châteaux en France, qu'ils soient privés comme le château de Villandry ou le château royal d'Amboise, ou publics comme le château de Bussy-Rabutin du Centre des Monuments Nationaux, place à un nouveau volet de broderie, la généalogie des rois et reines d'Angleterre. Royauté incontournable mais parfois méconnue, ce deuxième volet de broderie faisant suite à Fleur de Lys, premier volet consacré aux rois et reines de France, a pour but de faire davantage connaître cette royauté ô combien incontournable de notre histoire européenne. Ce deuxième volet consacré aux rois et reines d'Angleterre s'inscrit dans une démarche plus grande depuis 2006. Par regroupement successif, elle présentera à terme l'ensemble des généalogies royales européennes. France, Angleterre, Espagne, Portugal, Pologne, Russie, Saint-Empire germanique, Danemark, Norvège, Suède et les petits royaumes éphémères comme le royaume de Sicile, de Navarre ou de Jérusalem. Si ce nouveau volet de broderie s'inscrit dans la tradition de l'arbre généalogique, elle offre l'originalité par son caractère monumental et extensif de présenter une image unitaire d'une réalité européenne. C'est le caractère monumental, dépassant le cadre strict d'un travail d'érudition, qui fait l'intérêt de cette œuvre, donnant in fine un effet visuel immergeant le spectateur dans la complexité du principe de la filiation. Pour mener à bien ce projet, le textile est apparu comme le support idéal, dans la mesure où il représente de très grandes surfaces et que par ailleurs, il s'inscrit dans une tradition occidentale. En faisant ce choix, il fallait trouver un système graphique adapté. Le choix arbitraire d'arabesque offre l'avantage d'être modulable selon le besoin d'une organisation spatiale d'une grande complexité. Par ailleurs, l'arabesque est apparu comme le système graphique le mieux adapté au support textile et au caractère végétatif qu'on a voulu donner à cette représentation. Le recours à la broderie numérique ne doit pas dissimuler le fait qu'à l'origine, l'œuvre a été réalisée de manière manuelle, le procédé moderne ne faisant que transférer à échelle monumentale une œuvre patiemment mise au point. En outre, la fabrication numérique a demandé de la part de l'entreprise partenaire un travail considérable de reprise de chaque motif et non royal, point par point, à la manière de broderie. La machine ne faisant que restituer en quelques minutes des centaines d'heures de travail. Malgré le recours à une technologie des plus récentes, le caractère manuel demeure. La volonté est un retour à un certain classicisme, aux sources de l'art à la française et d'une inspiration gothique du XIIIe siècle. Un retour à l'opus Francigenum, foyer français qui s'est diffusé par la suite en Occident. Avec ce nouveau volet de broderie, une œuvre monumentale, transcendante, c'est une volonté d'un retour à un certain raffinement du graphisme et des motifs, mêlé à la rigueur de la symétrie à la française. Une certaine grandeur de manière littérale et artistique, mêlée à une certaine unité. Une idée de puissance et de beauté dans la sobriété de l'art et de notre histoire occidentale. Avec plus de 6 mètres de hauteur, ce deuxième volet est encore plus magistral, tant dans son contenu que dans sa forme après le premier volet de broderie Fleur de Lys, consacré aux rois et reines de France. Avec ce deuxième volet, c'est une volonté d'une véritable œuvre de dimension européenne et de mémoire qui s'élabore depuis 2006. De Knut II à la reine Elisabeth II, c'est plus d'une centaine de têtes couronnées qui sont représentées dans ce deuxième volet de broderie. Les liens matrimoniaux entre les royaumes européens sont indéfectibles. En premier lieu, le second mariage d'Aliénor d'Aquitaine, mariée d'abord au roi de France Louis VII à partir de 1137, puis au nouveau roi d'Angleterre Henri II Plantagenet à partir de 1152. Ensuite,
Leur fille Aliénor d'Angleterre sera mariée à Alphonse VIII, roi de Castille en 1177. De même, Isabelle de France, fille du roi Philippe IV le Bel, a été mariée au roi d'Angleterre Édouard II en 1308. Ce qui est le prélude à la crise dynastique dans le royaume de France en 1328 et le conflit de la guerre de Cent Ans. Enfin, le roi d'Angleterre Henri VI est marié à Marguerite d'Anjou, fille du roi de Naples René Ier d'Anjou, cousine germaine du roi de France Louis XI, petite fille de Yolande d'Aragon, elle-même fille du roi d'Aragon Jean Ier. Cette généalogie royale s'inscrit bien dans une dimension européenne. La particularité de cette généalogie royale anglaise est la complexité de plusieurs branches sur un siècle et demi. À partir de Philippa de Hainaut et Édouard III, 1327-1377, deux branches créent deux lignées qui se séparent. Une troisième branche se crée à partir du roi Henri IV, 1399-1413, petit-fils d'Édouard III. C'est à la sixième génération que les trois lignées fusionnent. La deuxième et troisième branche se réunissent avec le mariage de Marguerite Beaufort et d'Édouard Tudor. Lui, petit-fils d'Henri IV et Marguerite Beaufort, arrière-arrière-petite-fille d'Édouard III. Enfin, la première et la deuxième branche se réunissent par le mariage du roi Henri VII, roi d'Angleterre 1485-1509, arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Édouard III, et d'Élisabeth Dior, fille du roi d'Angleterre Édouard IV, lui-même arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Édouard III. La complexité de cette généalogie et par conséquent de sa richesse fait du volet des rois et reines d'Angleterre l'un des plus importants de cette œuvre textile en cours de réalisation. In fine, l'ensemble de l'œuvre réunira en un seul support, en un seul lieu, plus de 1000 ans d'histoire européenne. Près de 1000 têtes couronnées à travers une dizaine de royaumes représentés. C'est ce qui fait la spécificité de cette œuvre et son originalité. En effet, dans les écrits et les représentations, les généalogies sont lacunaires, où un parti est pris de faire figurer ou non certaines personnes, afin de permettre une meilleure lisibilité ou pour étayer un discours donné. Dans cette œuvre, aucune personne, aucun individu ou presque n'a été écarté. Sur chaque génération, dans n'importe quelle généalogie, que ce soit française, anglaise, espagnole, danoise, allemande, tous les enfants ou presque sont figurés ou seront figurés. C'est ici l'originalité et la prouesse généalogique de contenir toutes ces personnes, tout en gardant une certaine lisibilité historique et linéaire pour le public. Ceci est unique au monde et sans précédent. Cette œuvre a pour ambition d'être une œuvre mémorielle pour les générations futures et le témoin de l'histoire européenne à travers le principe de filiation. C'est une œuvre monumentale qui se dessine courant à travers le passé de ces têtes couronnées et de notre histoire, mais pas seulement, aussi à travers la vie de l'artiste qui la conçoit. Aujourd'hui, âgé de 24 ans, cette œuvre a débuté il y a 11 ans, en 2006. C'est une partie d'une vie consacrée à cette œuvre, imaginée à 13 ans. Des premiers plans écrits sur des papiers de brouillon, cette œuvre est née et a été imaginée sur le plancher d'une chambre d'adolescent et qui a su traverser les années et qui est toujours d'actualité. C'est une œuvre dépassant le cadre strict d'une vie humaine, exaltant l'histoire européenne à travers une œuvre artistique et en parallèle de la vie de l'artiste, une œuvre intellectuelle. L'œuvre artistique trouve son essence dans la réflexion intellectuelle et la capacité de représenter l'histoire linéaire dans une œuvre en 3 dimensions, sur un support mêlant le travail intellectuel de mise en espace d'une architecture méticuleuse et d'une mise en synthèse de la complexité de la filiation. C'est la réalisation d'un véritable empire de broderie et de connaissances historiques qui se construit dans cette réalisation textile et artistique. Comme le citait l'artiste italien Alberti,
Dans son ouvrage De Pictura en 1435, une fenêtre à travers l'histoire se donne à voir, telle est la définition de cette œuvre.